Très bien. Bon, d'abord, merci aussi de cette invitation. Et c'est pour moi un grand plaisir d'être là et de pouvoir parler devant vous et avec vous dans la deuxième partie de cette séance d'un sociologue effectivement que moi personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle Maurice Halbwachs et dont je souhaite que la petite causerie et la petite réunion d'aujourd'hui réussissent à vous inciter à le lire. C'est-à-dire que je pense que cette séance sera une réussite si vous sortez de cette séance avec l'idée et la volonté de lire en direct des textes et des études réalisées par Maurice Halbwachs. Alors, comme tu viens de le rappeler, je veux dire, il y a une assez forte affinité intellectuelle entre le style de sociologie que, je veux dire, nous avons fait et nous continuons à faire, Roger Establet et moi, et la pensée de Maurice Halbwachs et sa façon, si vous voulez, d'étudier la réalité, de concevoir la société, d'intervenir dans la société, etc. Et bon. Donc, d'abord, alors je vous présente le plan de mon exposé qui, effectivement, tournera autour d'une heure à peu près. Dans un premier moment, je vais vous donner un certain nombre d'indications sur la personne, sur l'œuvre, son ampleur, sur les dates auxquelles il a écrit, publié, qui ne sont pas indifférentes au type de sociologie qu'il a fait. Donc pour vous présenter à la fois cet auteur. Dans une deuxième partie, j'essayerai de montrer quelle était sa conception de la société, et je prendrai pour ça l'exemple des classes sociales et quelle était sa conception assez originale des classes sociales, la façon dont il les a étudiées et dont il les a conçues, qui était beaucoup plus proche de Durkheim que de Marx, et qui était extrêmement intéressante et fructueuse aussi. Et en même temps, dans la troisième partie, j'attacherai plus d'importance à la question du suicide, puisque Maurice Halbwachs a publié en 1930 un livre qui s'appelait « Les causes du suicide » et qui se présente comme une actualisation avec des données meilleures et plus récentes de l'ouvrage célèbre publié par Durkheim en 1897 sur le suicide, et dont beaucoup ont dit qu'il fondait, c'était l'acte fondateur de la sociologie française, donc mondiale. En quoi, je veux dire, c'est intéressant parce que quand on analyse la façon dont Maurice Halbwachs a étudié le suicide, ça oblige à essayer de comprendre la nature des relations qu'il avait avec la sociologie de son maître, Émile Durkheim. Et que si il se présente dans la continuité la plus simple et la plus modeste, en fait, il y a des éléments de rupture qui sont très intéressants à détecter et à étudier, et qui, à ce moment-là, peuvent permettre de comprendre un peu les relations entre Durkheim et Maurice Halbwachs. Bon, alors donc, j'aborde sans plus tarder le premier moment, et actuellement, on observe un très grand regain d'intérêt pour les travaux de Maurice Halbwachs. Donc il est mort en 1945 et depuis sa mort, ses œuvres ont été publiées, republiées, il y a eu des préfaces, mais je veux dire, ça a été un peu une postérité un peu chaotique. Alors il a eu toujours un certain nombre de fans, mais assez peu nombreux, et qui ne se sont pas non plus escrimés. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a une école durkheimienne, qu'il y a une école weberienne, enfin, je veux dire, il y a eu tout un ensemble de sociologues qui ont fait école
et qui ont eu des disciples, des descendants, et une postérité à la fois humaine et de connaissance, enfin je veux dire de public, il n'en va pas du tout de même pour Alvax. Et Alvax est un peu une sorte d'homme, de sociologue solitaire, puisque il s'est retrouvé après la guerre, c'est-à-dire après la guerre de 14. Durkheim est mort en 1917 et la plus grande partie de ses collaborateurs, de ses élèves, a été liquidée et fauchée par la guerre de 14. Et les survivants de l'école durkheimienne entre les deux guerres ont été extraordinairement peu nombreux. Alors, il y en a un certain nombre, et les deux membres les plus brillants, créatifs, novateurs ont été à la fois Marcel Mauss et Maurice Alvax, qui ont continué seuls, non pas l'œuvre de Durkheim, mais à travailler selon un certain nombre de principes, je veux dire élaborés, construits par Durkheim et ses élèves au début du siècle. Et donc, si vous voulez, il était totalement seul. Puisque Mauss s'est occupé de l'ethnologie, de l'anthropologie, et lui, en tant que sociologue, il était seul. Et alors, après sa mort, ses œuvres ont été réimprimées, rééditées, mais un peu par à-coup. Et ce n'est que maintenant, si vous voulez, qu'on observe un intérêt soutenu, pas seulement en France, mais également aux États-Unis, en Allemagne, où on observe des rééditions, des traductions complètes de son œuvre. Alors, on peut se demander pourquoi, alors qu'avec le recul du temps, avec la distance qu'on peut aujourd'hui avoir et le regard qu'on peut porter pour évaluer son œuvre, je veux dire, tout le monde s'accorde pour considérer que, je veux dire, la stature intellectuelle et scientifique de Maurice Alvax était tout à fait du même calibre ou de même portée que celle de Durkheim ou que celle de Marcel Mauss, qui, eux, je veux dire, ont, je veux dire, une postérité publique, rééditée, etc., beaucoup plus forte. Alors on peut s'interroger pour ces raisons. Alors, bon, il y avait la personne qui était certainement beaucoup plus modeste, il y avait et qui cherchait jamais à se mettre en avant. Il y avait le fait que, on va le voir dans ma petite présentation, il n'a pas élaboré à proprement parler de théorie sociale. Bon, Durkheim, fondateur de la sociologie, a été bel et bien si vous voulez, il a organisé, enfanté, engendré une théorie de la société. Enfin, je veux dire, il a fait une grande œuvre théorique. Le travail de Maurice Alvax se situe beaucoup plus à un niveau empirique et dans des registres extrêmement différents. Il a étudié la façon dont les ouvriers allemands géraient leur budget de façon extrêmement détaillée, le nombre de saucisses qu'ils achetaient, le nombre de tranches de lard qu'ils achetaient également, la façon dont ils consommaient du pain, de la bière, du lait, etc. Bon. Et puis après, il s'est occupé en particulier, je veux dire, des raisons pour lesquelles, après la Grande Guerre de 14, les femmes veuves, je veux dire, il y avait plus de femmes après la grande saignée de 14 que d'hommes, et quelles ont été les conséquences, je veux dire, de ce déséquilibre démographique au point de vue de la nuptialité et de l'équilibre et la formation, je veux dire, des familles et des couples. Bon, il s'est intéressé au suicide, il s'est ensuite intéressé au phénomène de mémoire collective, et quand on prend, si vous voulez, l'ensemble de son œuvre, que je peux égrener rapidement avec ses principales bibliographies. Bon,
En 1907, il publie un mémoire de philosophie consacré à Leibniz. Alors, on va voir que c'est assez important, Leibniz, parce que ça va permettre de comprendre pourquoi ça l'intéressait beaucoup, si vous voulez, toutes les questions de combinatoire et de probabilité. Ensuite, en 1908, il publie un ouvrage sur la politique foncière des municipalités. Et ça a été quelque chose qui a servi, c'était une étude sur la façon de l'évolution des prix des terrains dans un certain nombre de municipalités, en particulier à Paris. Et cette brochure a servi à Jaurès et au Parti socialiste comme une brochure politique. Ensuite, en 1909, sa thèse de droit, c'est-à-dire que il était étudiant, il a fait l'école normale supérieure, il a passé une agrégation de philosophie, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une thèse de droit. Bon, alors ça correspondait à ce moment-là, si vous voulez, à une politique de l'école durkheimienne qui consistait à aller attaquer et occuper, parce qu'il y avait vraiment une vision extrêmement hégémonique et de conquête, de conquérir les facs de droit. Bon, et donc, on a sans doute dit à Alvax, le droit c'est passionnant, passe ta thèse de droit. Donc il a fait une thèse sur les expropriations et le prix des terrains à Paris. Alors après 1912, deuxième thèse, la classe ouvrière et les niveaux de vie, c'est une analyse justement des budgets ouvriers, employés, mais surtout des budgets ouvriers, c'est-à-dire la façon dont les ouvriers organisaient leurs dépenses, quelle était la part qu'ils consacraient à l'alimentation, la part qu'ils consacraient à leur logement, la part qu'ils consacraient aux vêtements, et puis la part du glaneur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une fois ces besoins élémentaires assouvis, il restait. Et à cette époque-là, en 1912, et encore longtemps en France, enfin jusque même après la Deuxième Guerre mondiale, quand on voulait être professeur dans une université, il fallait faire deux thèses. Une thèse principale, donc c'était la classe ouvrière et le niveau de vie, et ce qu'on appelait une thèse secondaire. Et pendant très longtemps, la thèse secondaire était en latin. Bon, alors lui, il n'a pas passé sa thèse en latin, et il a consacré sa thèse secondaire, donc un ouvrage de 250-300 pages à peu près. Ça s'appelle « La théorie de l'homme moyen » et c'est un essai sur Quetelet et la statistique morale. Alors c'est un ouvrage très intéressant où il s'attaque, et là c'est vraiment très polémique, à l'œuvre de Quetelet. Et Quetelet, c'est un statisticien, médecin, hygiéniste belge qui a eu une importance extraordinaire dans le développement des sciences sociales au XIXe siècle et qui a eu un rôle extrêmement positif. Et en particulier, Quetelet est l'un des premiers à avoir observé que les faits sociaux étaient des phénomènes réguliers. C'est-à-dire qu'il y avait une régularité et il saisissait cette régularité par la moyenne. Les fréquences, etc., et les fréquences moyennes. Et donc, Alvax attaque pas du tout cette approche, je veux dire, de la réalité sociale, mais Quetelet avait développé toute une théorie de l'homme moyen, et que tout était autour de la moyenne, et n'importe quel phénomène social, si vous voulez, avait une forme de courbe en cloche, avec une moyenne et des dispersions, et un écart-type. Bon. Et il estimait que la moyenne, c'était la norme, et que c'était en même temps l'idéal. Et il y avait chez Quetelet l'idée un peu gaussienne que la moyenne, c'était à la fois la norme, on devait le faire, mais c'était en même temps l'idéal. Bon. Et donc, il s'en prend beaucoup à cette théorie, surtout à la théorie sociale sous-jacente qu'il y avait à travers la théorie de l'homme moyen. Et Maurice Alvax va apporter tout au cours de son œuvre statistique, et Dieu sait qu'il va énormément, si vous voulez, développer les statistiques, pas seulement dans sa thèse sur les budgets ouvriers, mais sur la question du suicide, sur la question, je veux dire, de la nuptialité après la guerre, etc. Et il a toute une œuvre de sociologie statistique extrêmement nourrie et développée. Et
il va introduire une notion que Durkheim n'avait absolument pas introduite, dont il n'avait pas non plus l'idée, c'est l'idée de dispersion. C'est-à-dire que dans une distribution statistique, la moyenne est certes quelque chose d'important, mais la façon dont les fréquences s'éloignent et se dispersent autour de la moyenne sont encore plus importantes. Et dans l'analyse des phénomènes sociaux, c'est un apport tout à fait considérable. Alors, en 1924, il était à Strasbourg et il avait pour collègue un grand mathématicien qui s'appelait Fréchet, qui était l'un des inventeurs de la partie française de la théorie des probabilités, mais qui était, si vous voulez, Fréchet était un mathématicien qui aurait pu avoir la médaille Fields. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un grand mathématicien. Bon. Et avec ce collègue mathématicien, il publie en 1924 un petit bouquin qui est absolument remarquable de luminosité, qui s'appelle « Le calcul des probabilités à la portée de tous ». Bon. On est en train, j'ai des collègues qui sont en train de le réimprimer, de le réintroduire, et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment la théorie des probabilités rendue à la portée de tous. En 1925, il publie « Les origines du sentiment religieux » d'après Durkheim, une étude sur les formes élémentaires de la vie religieuse, une étude très pédagogique, sans grand esprit critique. Et là, il inaugure en 1925 un deuxième, si vous voulez, un deuxième aspect de son œuvre en analysant les cadres sociaux de la mémoire. Et avec l'idée que la mémoire, si vous voulez, quand vous vous souvenez d'événements, votre mémoire personnelle, tout ce dont vous vous souvenez, sont en fait régis par des expériences sociales. Et, je veux dire, la mémoire a des cadres, et ces cadres sont sociaux. En 1928, il revient sur la question de la population et le tracé des voies à Paris depuis 100 ans. En 1930, les causes du suicide. En 1930, donc on en reparlera tout à l'heure. En 1933, il publie une deuxième étude sur l'évolution des besoins dans les classes ouvrières. Et alors là, c'est très intéressant parce que c'était un type d'une honnêteté intellectuelle extraordinaire et il acceptait de se tromper et il aimait se corriger, ce qui est très rare dans notre profession. Et il s'est aperçu, si vous voulez, il a eu une expérience tout à fait intéressante. En 1930, il a été invité comme professeur invité à l'université de Chicago. L'université de Chicago, à cette époque-là, était célèbre par toute la première école de Chicago, qui était essentiellement constituée d'analyses qualitatives de terrain, fait par des journalistes ou d'anciens journalistes comme Park et Burgess, et ils analysaient les sans-abri, ils analysaient la misère dans les banlieues, ils analysaient, je veux dire, tout ce qu'ils faisaient à cette époque-là, à la fois la richesse ethnique de Chicago, etc. Et il a ces gens pour collègues, et en fait, on sait maintenant qu'il avait été invité parce que la présidence de l'université de Chicago on avait un peu marre de cette sociologie qualitative et voulait redonner une impulsion. Alors c'était déjà des présidents à la Sarkozy, quoi. Enfin, c'est-à-dire c'était des présidents d'université qui avaient des idées sur la façon dont on devait développer les choses. Et donc la même année, ils ont invité au premier semestre Gini, le statisticien italien, auteur du fameux coefficient, qui a un peu flirté avec Mussolini aussi, bon. Mais enfin, c'était pas pour ça qu'il était invité. Maurice Alvax, qui flirtait plutôt avec les socialistes de l'époque. Bon, et l'idée, c'était de redonner ces lettres de noblesse à la sociologie de l'université de Chicago en faisant des travaux statistiques et en réintroduisant la question statistique. Et là, il a passé 3 ou 4 mois
à Chicago. On a retrouvé le journal qu'il y tenait et il a été extraordinairement impressionné par l'Amérique et il a été en particulier subjugué par le fait qu'il a vu des ouvriers américains avec des maisons, propriétaires de leurs maisons, avec des aspirateurs, des débuts de machines à laver, des radios, des voitures, c'est-à-dire une classe ouvrière dont le mode de vie et les niveaux de vie n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'il avait décrit à partir des budgets des ouvriers allemands qui, quand ils avaient du lard, étaient heureux et dont il ne restait absolument rien dans le budget une fois qu'ils avaient dépensé leurs frais d'alimentation, leurs frais de logement et leurs frais de vêtements. Et donc, à ce moment-là, il a réalisé qu'on pouvait être ouvrier et avoir un mode de vie petit bourgeois, ou à tous les cas, absolument inconnu en Europe. Et il a écrit ce livre en 1933, L'évolution des besoins dans les classes ouvrières, pour justement montrer qu'il ne s'était pas trompé, mais qu'il n'avait vu qu'un champ et que tout un ensemble de généralisations qu'il avait fait sur la classe ouvrière, son essence, etc., était caduque et démenti par l'histoire. Bon, et là, ça a été un choc tout à fait important. Alors, ensuite, en 1938, il analyse les mobiles qui orientent l'activité des individus dans la vie sociale et il publie un livre sur la question de la morphologie sociale, une sorte de cours. En 1900, et pendant tout ce temps-là, après les cadres sociaux de la mémoire, publié en 1925, il était insatisfait de la façon dont il avait traité cette question et il a absolument voulu l'approfondir. Et de 1930 à peu près jusqu'à sa mort, il a été extraordinairement passionné par les questions de mémoire collective et la façon dont les gens se souvenaient et comment se constituaient des mémoires collectives qui ne se confondaient pas avec les mémoires individuelles. Et en 1941, Topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, qui est une sorte de continuation des questions sur la mémoire collective, où il montre, alors de façon extraordinairement originale, comment, dans les lieux saints, si vous voulez, les lieux saints, Jérusalem, le Golgotha, enfin, etc., sont une construction intellectuelle, sociale, et en essayant de monter, de retrouver le temps, quand est-ce que, pour la première fois, on a trouvé que le mont des Oliviers était là, on l'a appelé comme ça, on a reconstruit une idée, etc. Et comment c'était une histoire complètement mythologique, mais comment elle était encore plus réelle que la mythologie, et souvent que la réalité elle-même. Bon. Par ailleurs, depuis sa mort, on a retrouvé tout un ensemble de textes qui ont été publiés, qui étaient inachevés, entre autres La mémoire collective, qui a été publié à plusieurs reprises, l'esquisse d'une psychologie des classes sociales, ce qui était un ensemble de cours qu'il a fait sur les classes sociales, et dans lequel je reparlerai dans un instant, et qui a été à nouveau réimprimé et qui va être réédité prochainement au PUF. Et voilà. Bon. Donc, vous voyez uniquement à partir de ces quelques publications l'extraordinaire ampleur alors, de ces centres d'intérêt et de l'extraordinaire diversité aussi de ces travaux. Alors, à titre biographique, pour être complet, il est donc né, c'est intéressant au point de vue époque, il est né en 1877. Il est né en 1877 à Reims et il est mort à Buchenwald, donc il a été déporté le 16 mars 1945. Et il était d'origine donc alsacienne et, chose importante, son père était professeur d'allemand. Et l'intérêt qu'il a, alors il est mort en Allemagne, assassiné, enfin je veux dire dans un camp de concentration, mais il a toujours eu pour l'Allemagne, pour la philosophie et la sociologie allemande, un intérêt, une affection qui ne s'est jamais démenti. Alors son père était prof d'allemand,
en tant qu'Alsacien et fils de professeur d'allemand, il parlait couramment, il lisait couramment l'allemand. Et il a fait plusieurs séjours en Allemagne, et dont l'un, l'année universitaire, je veux dire, c'était à l'époque, c'était au moment où, attendez, il a été, je me souviens plus l'époque exacte, mais c'était autour de 1910 ou un truc comme ça. Enfin, c'était avant la guerre de 1907. Il va passer un an, il a une bourse pour passer un an en Allemagne, et là il est le témoin d'une manifestation et de répression extrêmement violente d'une manifestation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit aussitôt à l'Humanité un compte-rendu de cette manifestation. Et il est immédiatement viré et expulsé d'Allemagne parce que, je veux dire, l'État allemand, je veux dire, trouvait absolument insupportable qu'un étranger puisse rendre compte de la chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais été un militant politique. C'était plutôt un homme d'études. Tous ses amis étaient plus ou moins, je veux dire, la plupart, enfin, je veux dire, étaient de tendance socialiste. Il a été, pendant la guerre de 14, il a aidé, je veux dire, Albert Thomas, qui était ministre de l'armement. Donc, lui, il était réformé parce qu'il était complètement myope, ça se voit. Et donc, si vous voulez, c'était... et ensuite, il a été l'un des collaborateurs aussi de Louis Loucheur, qui était un ministre du Travail, et qui va promulguer en 1928 une loi qui a favorisé l'accès des ouvriers à la propriété et qui améliorait, si vous voulez, les conditions de l'habitat populaire. Bon, oui, c'est ça. C'est en 1910-1911 qu'il est expulsé d'Allemagne pour avoir transmis à l'humanité la répression d'une grève dont il avait été le témoin. Et donc, si vous voulez, il était dans une mouvance socialiste, il était un durkheimien de gauche, très ami, je veux dire, des socialistes, je veux dire, de l'époque, mais il ne s'est jamais lui-même engagé. Mais néanmoins, quand il voit une manifestation et des ouvriers matraqués, il écrit, et il est aussitôt sanctionné. Et de même, si vous voulez, en ce qui concerne la guerre, alors bon, on a dit qu'il était juif, il n'était pas juif du tout, mais il a épousé Yvonne Bache, qui était la fille de Victor Bache, donc président de la Ligue des droits de l'homme, qui lui était israélite et qui a été persécuté pendant la guerre et assassiné, je veux dire, par Barbie à Lyon. Bon. Et donc, si vous voulez, dans sa famille, je veux dire, il a été tout le temps le témoin est toujours d'un côté, si vous voulez, du côté, je veux dire, des Juifs, du côté, quand ils étaient opprimés, objectivement, du côté des résistants, puisque ses deux fils étaient dans des réseaux de résistance, et lui, la guerre, je veux dire, il a surtout passé à préparer sa candidature au Collège de France. Donc, si vous voulez, il n'était pas véritablement militant. Mais quand les Allemands sont arrivés chez lui en juillet 1944, c'était pour arrêter son fils, Pierre. Et Pierre n'était pas là, et donc ils ont emmené le père, qui est mort à Buchenwald, dans les bras de son fils que la Gestapo a chopé quelques semaines après avoir raté son père. Donc, si vous voulez, c'est une figure, je trouve, extraordinairement attachante, parce que c'était un intellectuel doux, on peut dire. Et cet intellectuel doux, de fait qu'il était, par sa douceur, dans un contexte social, économique, politique dur, s'est toujours trouvé de l'autre côté des baïonnettes, c'est-à-dire du mauvais côté des fusils, du mauvais côté des baïonnettes, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un statut d'intellectuel. Enfin, il était à gauche, évidemment, mais si vous voulez, le destin qu'il a eu et le fait qu'il soit mort à Buchenwald dans des conditions atroces, je veux dire, on dit long aussi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de raison objective.
Alors, s'emprunt dans le livre extraordinaire qu'il a écrit sur Buchenwald et sur sa captivité en tant que, que déporté, parle à la fois des dimanches qui passaient à Buchenwald il allait voir Maurice Halbwachs et il allait voir Maspero, donc le père de François Maspero, qui était dans le même bloc. Et il a fait dire tout un tas de choses, et en fait, si vous voulez, c'est pas totalement exact. Hein. C'est-à-dire que là aussi, il y a l'écriture ou la vie. Bon, je veux dire, il le dit. Enfin, je veux dire, les messages étaient aussi assez brouillés. Bon, mais peu importe. Donc voilà un peu cette personne dont on va analyser tout à l'heure un peu plus précisément, si vous voulez, la façon dont il sait les relations qu'il a pu avoir avec Durkheim. Alors, il a eu 2 maîtres. Au point de vue de sa trajectoire intellectuelle, il a eu 2 maîtres. Et 2 maîtres extraordinairement importants. Le premier, c'est évidemment Durkheim, qu'il a connu très tôt, dès 1905, et qu'il a incité à faire du droit, et dont il est resté fidèle toute sa vie, et sur laquelle il s'est distancé objectivement par certain nombre de ses écrits, mais pour lequel il avait une estime, une vénération profonde. Et puis, alors ça c'est une photo, c'est l'une des dernières qu'on ait de lui. C'est à peu près une photo qui a été prise au moment où il fait sa candidature au Collège de France et où il a été élu, mais il n'a jamais prononcé sa leçon inaugurale parce que la Gestapo ne lui a pas laissé le temps. Et il a, donc si vous voulez, il doit avoir à ce moment-là à peu près 65 ans. Bon. Là, c'est une photo de lui plus jeune. Et voilà une photo encore plus jeune, qui est la photo prise au lycée Henri IV en 1897, je crois. Et Halbwachs est... Vous avez le prof, qui est Henri Bergson, qui était le prof de philo de cette classe, qui était philosophie, mais c'était aussi une classe de première et de lettres supérieures, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Hippocagne ou de Cagne, c'est que ceux qui voulaient préparer le concours de l'école normale redoublaient éternellement, si vous voulez, la classe. Bon, si bien qu'il restait tout le temps avec le même prof. Et il a eu, comme ça, Durkheim pendant 3 ans, Henri Bergson pendant 3 ans. Et Maurice est là, il n'est pas loin. Et à cette époque-là, on a toutes les raisons de penser, compte tenu des principes d'autorité, etc., pour une photo de classe, on ne se positionnait pas n'importe comment. Et le fait qu'il soit à gauche de Bergson en dit déjà long, si vous voulez, sur l'affection, l'amitié, la reconnaissance de l'un par l'autre, etc. Bon. Alors vous voyez, c'était des jeunes gens qui avaient entre 18 et 22 ans, et on a l'impression que c'est des vieillards. Hein. Alors, c'est la cravate, bien sûr, mais je veux dire, c'est les calvities, ces trucs. Bon, ils étaient beaucoup moins bien nourris que nous, que vous. Et je veux dire, c'est extraordinaire de regarder, d'observer, si vous voulez, le vieillissement. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous pourrez regarder ça à l'entracte de manière plus précise. Bon, on n'a pas identifié tout le monde. Ça, c'est une photo que son fils m'a passée, que c'était dans les trucs de famille. Bon, donc voilà pour... Alors, je veux dire, l'histoire de Bergson est très importante parce que vous savez qu'entre Durkheim, donc fondateur de l'école sociologique, roi de l'objectivité, etc., et Bergson, philosophie, je veux dire, de la vie, de l'intuitionnisme, etc., les relations n'étaient pas très bonnes. Elles étaient même exécrables. Et puisqu'il y avait, si vous voulez, sociologie contre philosophie, idéalisme, intuitionnisme contre, je veux dire, réaliste, objectivité, etc. Donc, si vous voulez, il y avait toutes les raisons pour lesquelles, et en plus, lutte pour les places, bagarre dans l'université, je veux dire, guerre, enfin, je veux dire, ouverte entre 2 disciplines, 2 personnes qui représentaient chacun des conceptions très différentes, à la fois de
de l'approche de la réalité humaine et sociale, et en même temps de l'université. Bon. Et ce qui est très intéressant et ce qui rend la personne de Maurice Halbwachs très attachante, c'est qu'il était profondément lié à l'un et à l'autre. Il a finalement plutôt choisi Durkheim que Bergson, mais jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé avec Bergson des relations épistolières et amicales dont on a la trace aujourd'hui et qui montrent qu'il avait une estime profonde et une reconnaissance énorme. Et une grande partie de la façon dont Maurice Halbwachs a abordé la question de la mémoire est quand même assez proche de celle, enfin je veux dire, a beaucoup plus à voir avec celle de Bergson qu'avec celle de Durkheim, qui n'a rien dit sur cette question. Et si on peut, si vous voulez, trouver juste une métaphore sur les relations entre les deux, quoi, c'est-à-dire entre Durkheim et puis Maurice Halbwachs, on peut se référer, si vous voulez, à l'image de Bergson et de la société. C'est-à-dire que qu'est-ce que pensait Bergson de Durkheim et la sociologie de Durkheim? Il estimait, si vous voulez, que la sociologie ne pouvait saisir que l'écume des choses, c'est-à-dire que les relations les plus superficielles et les plus extérieures. Et seule la philosophie intuitionniste, comme lui, pouvait accéder à la profondeur du moi, de la réalité humaine. Et il y a un texte très très bien de Bergson dans une métaphore impressionniste, et c'était l'époque de Monet, etc., où il dit ceci. C'est le fameux coup des nénuphars. Alors, je cite Bergson, et vous allez voir que Durkheim est en haut et Bergson est en bas. Et il fallait mieux être en bas. Alors, des plantes aquatiques, donc c'est des nénuphars, qui montent à leurs feuilles, qui montent à la surface, sont ballottées sans cesse par les courants. C'est-à-dire que les relations sociales extérieures, c'est ce que saisit Durkheim et la sociologie, c'est ballotté par les courants. Leurs feuilles se rejoignant au-dessus de l'eau leur donnent de la stabilité, en haut, par leur entrecroisement. Donc c'était cette apparence de régularité des faits sociaux. Mais plus stables encore sont les racines, solidement plantées dans la terre, qui les soutiennent d'en bas. Bon. Et là, c'est mon travail, moi je suis là, en bas, et les sociologues s'agitent à la surface, et c'est des fausses stabilités, puisqu'elles sont liées uniquement par la surface des feuilles. Bon. Alors, donc, si vous voulez, le combat était quand même, je veux dire, extrêmement fort. Bon, alors, donc, j'en ai fini un peu. Alors, dernier point, qui est un état récent des connaissances sur Halbwachs. On a dit, donc si vous voulez, c'était une digression sur pourquoi est-ce que la postérité de Maurice Halbwachs est beaucoup moins assurée et affirmée que celle de Mauss ou de Durkheim. Bon, alors, Durkheim, enfin je veux dire, pas de théorie générale, beaucoup d'enquêtes empiriques, pas de disciples. Ah si, très important. Il était seul. Et j'ai connu, j'ai interrogé des élèves de Halbwachs à la Sorbonne, parce qu'il était professeur à la Sorbonne. Entre autres, quelqu'un de célèbre qui s'appelle Edgar Morin, que vous connaissez tous, qui a été son élève. Et il m'a dit, avec une pointe de méchanceté quand même dans la voix, etc., qu'il était rasoir. Bon. C'est-à-dire que c'était un prof rasoir. Et effectivement, c'est un homme qui n'avait pas beaucoup de charisme, qui se mettait jamais en avant. Et donc ça, je veux dire, dans l'histoire de la postérité, on le paye toujours d'une façon ou d'une autre. Et que les bluffeurs réussissent souvent mieux que... Bon. Donc ça. Et d'autre part, dans sa famille aussi, qui était donc la famille de Victor Bach. Bon. Alors Victor Bach, immense géant à la fois politique... intellectuel, etc.
Et dans les repas de famille, Maurice était célèbre parce qu'il était très renfermé, très isolé, toujours en bout de table. Et le grand homme de la famille, c'était pas lui, c'était Victor. Bon. Et donc, si vous voulez, il a toujours été, son destin a toujours été d'être en seconde place, refoulé, et lui, il cherchait pas du tout à se mettre en avant. Donc, il a mal vendu son œuvre, etc. Voilà. Mais en même temps, le gars, enfin, pour moi, ça le rend d'autant plus, évidemment, attachant et mérité beaucoup d'intérêt, surtout quand on lit ces choses. Bon. Alors, maintenant, on peut passer à la deuxième partie, qui sera rapide, mais c'est un peu... Bon, alors, j'ai dit, il n'a pas fait de théorie, mais néanmoins, il avait quand même une théorie de la société. La question est la suivante. C'est Durkheim, vous le savez, a privilégié dans la réalité sociale ce qui rassemblait, ce qui unissait, ce qui faisait un. Bon, c'est-à-dire cette théorie là claire de l'intégration contre la désintégration, contre l'anomie, etc. Et il disait, une société, elle tient, et le social, c'est tout un ensemble de liens qui réunissent les uns aux autres et qui font une société. Donc il a toujours privilégié l'unité d'une société, l'intégration, etc. Alvax, étudiant, et on peut, à ce moment-là, si vous voulez, faire une très bonne sociologie empirique comme Durkheim l'a fait à propos du suicide, sans être trop gêné par cette idée d'unité, surtout pour une question sur la question du suicide. Alvax analyse par ses objets d'étude des objets beaucoup plus conflictuels. Il analyse la spéculation foncière, le prix des terrains, etc. Premier truc, enquête empirique avec les prix, l'argent, et donc des inégalités très fortes. Ensuite, toujours en restant dans le domaine de l'argent, il va étudier les comptes des ouvriers allemands et la façon dont ils organisent leur budget et leurs dépenses. Et là, l'essentiel est consacré aux ouvriers, mais il a des petits échantillons avec des employés et des petits échantillons avec des fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est que, d'abord, les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes, mais qu'à revenu égal, les ouvriers n'organisent pas leurs dépenses de la même façon que les employés, qui ne le font pas non plus de la même façon que les petits fonctionnaires. Et en gros, pour les ouvriers, c'est tout pour la bouffe, et très peu pour le logement et pour le vêtement. Au contraire, les employés diminuent la part consacrée à l'alimentation au profit, des vêtements, de l'habillement et du logement. Donc, si vous voulez, le principe de différence, quand Lévi-Strauss dit il n'est de social que de la différence, Alvax le rencontre tout de suite, dès ses premières études dans son œuvre. Et donc, il était extraordinairement sensible à la question différente, et quels sont les moyens. Et en même temps, il montrait bien que, quand il montrait qu'à revenu égal, les modes de vie des ouvriers n'étaient pas du tout ceux des employés, il ne pouvait pas ne pas remarquer l'incidence des conditions de travail, des conditions d'existence sur les modes de vie, etc. Bon. Et donc, si vous voulez, le principe de la différence, il l'avait. Et en plus, il attaquait, dans une époque, où il y avait des syndicats ouvriers, des partis ouvriers, etc., avec lesquels il était lié, il avait des relations, etc. Bon, il voyait bien qu'il y avait classe contre classe, etc. Et donc, pour un durkheimien de stricte obédience, comme il était, le problème était comment concilier et comment pouvoir rendre compte, avec une théorie durkheimienne, d'une réalité qui était au contraire divisée, avec des conflits et des différences fondamentales. Alors, il ne s'intéressait pas à la production, il s'intéressait à la consommation, mais même dans la consommation, il y avait des différences énormes. Il y avait une voie qui lui était quasiment interdite, c'était la voie marxiste avec les conceptions des catégories, des classes sociales, la lutte de classe, des enjeux de classe, etc. Pourquoi? Alors, il semble qu'à cette époque, et on a pas mal d'historiens qui ont étudié ça, c'est que les intellectuels français
et en particulier les sociologues, connaissaient mal, à cette époque, Marx. Il avait lu, connaissait son existence, enfin, je veux dire, ils avaient... mais ils le fréquentaient peu, et ils n'étaient pas tellement convaincus, enfin, je veux dire, c'était pas un auteur majeur, et ils en étaient peu familiers. Ils le connaissaient, bien sûr. Mais, par exemple, ils connaissaient mieux Max Weber, mais ils le connaissaient mal aussi. Bon. Et d'une part, ils n'avaient pas ce modèle-là, qui n'était pas très, très représenté, et deuxièmement, ils n'avaient pas non plus si vous voulez, l'incitation à aller chercher du côté de la division des classes et des luttes, puisque toute leur théorie était quand même dominée par un sens assez fort de l'unité. Alors, la façon, si vous voulez, dont Alvax s'est tiré de cette difficulté et la théorie des classes sociales qu'il a élaborée, dont on peut rigoler, dont on peut estimer qu'elle est imparfaite, etc., et surtout qu'elle n'est pas du tout totalitaire, enfin, et je le trouve extraordinairement intéressant. Donc, il renonce, si vous voulez, à expliquer toutes les différences qu'il a par des différences de lutte de classe, etc. Il renonce aussi à un autre modèle qu'il connaissait beaucoup mieux, qui était le modèle américain, toutes les études de Warner, etc., sur la stratification sociale, avec en gros une théorie de la pyramide, avec des classes superposées, avec lower class, middle class, upper class, et des raffinements avec upper lower class, upper middle upper class, etc. Enfin, je veux dire, on peut en faire 3, 9, 25, bon, enfin, toujours un multiple de 3, bon, 27. Bon, et donc, là, il trouvait que c'était insatisfaisant, il connaissait bien Warner, il connaissait bien, il avait très très bonne connaissance de la sociologie américaine, parce que, j'ai oublié de le dire en commençant, mais dans l'année sociologique, si vous voulez, c'est un type qui a eu un rôle extraordinairement important dans la traduction et dans l'importation de travaux intellectuels produits dans d'autres pays. Alors, la sociologie allemande, Max Weber en particulier, il faisait des comptes rendus, il faisait des résumés, etc., dans les revues. Gini, qu'il a également introduit, plus beaucoup d'autres, et en particulier aussi beaucoup d'autres auteurs américains. Bon, donc ça veut dire. Alors, comment est-ce qu'un durkheimien de stricte obédience pouvait arriver à exprimer une théorie des classes sociales qui, tout en restant dans le cadre de l'unité, tienne compte des différences? Je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de comprendre, si vous voulez, le côté astucieux, je veux dire, de sa théorie. Alors, d'abord, il faut comprendre dans la thèse, le titre de la thèse qu'il a publiée en 1912, c'est la classe ouvrière et les niveaux de vie. Alors, il faut bien s'entendre par la question de niveau de vie, qui est maintenant une expression assez galvaudée, c'est-à-dire qu'en gros, le niveau de vie, c'est un niveau de richesse, c'est-à-dire que les statisticiens, je veux dire, quand on parle de niveau de vie, c'est en gros pouvoir d'achat, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des moyens monétaires ou financiers que vous avez qui vous permettent d'accéder à tel ou tel niveau de vie qui se décrit uniquement en termes matériels. Bon, vous avez une bagnole, vous avez de l'électroménager, vous avez un ordinateur, vous allez partir en vacances. Enfin, je veux dire, les différents niveaux de vie sont mesurés un peu par un certain nombre de types d'accès à des biens matériels, des équipements ou des activités, des loisirs, etc. Bon. Dans la façon dont Maurice Halbwachs, si vous voulez, la définition profonde auquel se réfère Maurice Halbwachs quand il emploie le niveau de vie, c'est totalement différent. Le niveau de vie, c'est un niveau de participation à la vie sociale. C'est-à-dire, c'est une sorte de degré de civilisation auquel tel ou tel groupe accède ou n'accède pas. Et son idée, selon quelque chose de très très fort, et quand, en analysant les budgets des ouvriers de la fin du XIXe siècle, il montrait que la part vêtements et surtout que la part logement était extraordinairement faible, alors qu'elle était très développée, ça ne s'appelait pas les cadres, mais si vous voulez, dans les catégories plus intellectuelles, plus urbaines, plus intellectualisées, etc., il trouvait qu'il n'accédait pas en entier
à un niveau de vie sociale. C'est-à-dire que leur niveau de vie sociale était pauvre en tant qu'ils ne participaient pas à tout un ensemble et que la notion de niveau de vie désigne aussi bien, elle a un substrat matériel, c'est un accès à un certain type de biens, mais cet accès à ces types de biens se réfère, si vous voulez, au partage de l'accès à un certain nombre de valeurs sociales qu'on partage. Et que, en gros, il conçoit la société comme un certain nombre de cercles concentriques au centre duquel il y a, bon, nous on appelait ça le feu de camp, le gros feu de camp social où il y a tout, les grandes valeurs, les grands biens, je veux dire la vie sociale développée, épanouie, totale, et tout le monde n'y accepte pas. Et donc, vous avez ça, alors c'est constitué pour lui, ça c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que pour lui, les classes du centre, c'est-à-dire les classes les plus aisées, qui ont le degré d'humanité sociale le plus développé, c'est pas les patrons, c'est pas du tout, si vous voulez, des détenteurs du pouvoir économique ou du pouvoir politique, c'est les profs, les avocats, les magistrats, les juges, c'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle maintenant la petite bourgeoisie intellectuelle, mais pour lui, c'était sa classe, quoi. Bon, c'est-à-dire, il y a un ethnocentrisme de classe fantastique, quoi. Mais pour lui, c'était ça, les gens les plus développés. Bon, ça pouvait être les aristocrates dans d'autres sociétés, ça pouvait être une bourgeoisie urbaine, je veux dire, de marchands, etc. Mais, si vous voulez, pour lui, c'était pas du tout les patrons, le pouvoir économique, etc. Pas du tout. C'était plutôt ceux qui avaient accès à la culture, ceux qui avaient accès à tout un ensemble de richesses de la vie sociale. Bon, et ça, on le voit tout au long de son œuvre. Et puis, progressivement, qu'on s'éloignait de ce foyer, les gens avaient de moins en moins, partageaient de moins en moins de ses biens, partageaient de moins en moins de ses valeurs, et plus ils s'éloignaient, et plus ils étaient dans le froid. Et que dans le dernier cercle, on était déjà en dehors de la société. C'est-à-dire que la société, à ce moment-là, dans ses marges, rejoignait l'état de nature. Et pour lui, les ouvriers étaient, les ouvriers les plus démunis, n'étaient pas complètement socialisés. C'est-à-dire qu'ils étaient très très loin du centre, pas du tout chauffés, dans le froid, dans la matière. Et dans un autre texte, il fait un truc qui est très intéressant. Il va décrire et distinguer les différentes classes sociales par le type de matière auquel ils sont affaire. Alors, les paysans, c'est la terre. Donc, ils ont affaire à la terre. Les ouvriers, c'est la matière inanimée. Les petits bourgeois, alors ils pensaient à ça, les employés, les guichetiers en particulier, c'est ceux qui ont affaire à de la matière humaine, mais de la matière humaine matérialisée. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un, monsieur, je voudrais un billet pour Caen, très bien, voilà votre billet, je vous rends la monnaie, etc. Une petite plaisanterie, terminé. Autre employé de bureau, etc. Je viens pour ma pension, oui, etc. On va chercher le dossier, ah oui, on vous doit encore ça, etc. Bon, voilà. Donc vous avez une relation avec l'autre, mais une relation très limitée, et les personnes avec lesquelles vous interagissez ne sont pas véritablement des personnes, c'est de l'humanité matérialisée, c'est des numéros de sécurité sociale, etc. C'est des clients, etc. Et vous n'avez pas accès totalement à leur personne. Bon, donc c'est ce qu'il appelle petite bourgeoisie, etc., humanité, qui a affaire, contrairement aux paysans et contrairement aux ouvriers, non pas de la matière, mais à de la matière humaine, mais sous une forme très anonyme, très matérialisée, très mécanisée, etc. Bon. Et puis, plus on va vers le centre, plus on a affaire à une matière humaine à la personne. C'est-à-dire les médecins, comment allez-vous, cher ami, etc., déshabillez-vous, etc., comment va votre femme, etc. Bon, c'est-à-dire l'ensemble de la personne. Et il a tout un ensemble de trucs sur les magistrats.
ça revient sans arrêt dans son œuvre, où il dit le magistrat, quand il exerce son travail, etc., de juge, il n'est pas très éloigné des relations qu'il peut avoir dans son salon, chez lui, avec d'autres. C'est la même société, etc. Ses relations avec ses collègues, etc. Il les connaît, etc. Bon. Et donc, voilà, on voit, évidemment, si vous voulez, en plaçant cette catégorie-là au centre, qu'il plaçait les profs, en gros, je veux dire, au centre, je veux dire, de la société, donc, mais au centre, pas au sommet, hein, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que c'est une vision qui n'est pas hiérarchisée, c'est une vision gentille de la réalité sociale. C'est pas du tout des gouffres avec des dénivelés, etc. Tout est horizontal. Et on est plus ou moins loin du cercle, etc. Mais c'est pas conflictuel. Et c'est assez ça, dans ce sens-là, c'est un peu durkheimien, si vous voulez. C'est-à-dire que on est, enfin, je veux dire, on peut concevoir une société, si vous voulez, où les cercles seraient très concentrés, ne seraient pas éloignés, tout le monde serait chauffé, les écarts, si vous voulez, entre le premier rang et le dernier rang seraient minces, tout le monde serait éclairé, etc. Bon. Et donc, et c'est à ça qu'il visait, hein, c'était un réformisme complet. Et donc, voilà un peu sa théorie de la réalité sociale et des classes sociales, qui est très intéressante parce que, bon, si on en fait une théorie générale, bon, on peut dire c'est inepte, bon, mais lui, il ne le fait pas. Hein, je veux dire, il fait ça sous la forme de description, etc. Et en même temps, dans l'analyse de la réalité sociale, quand vous faites des enquêtes, quand vous faites, etc., vous apercevez que c'est pas tellement loin des théories interactionnistes. Et d'ailleurs, Goffman, grand interactionniste, peut être rangé parmi les grands durkheimiens. Enfin, il avait une énorme, je veux dire, dette et révérence pour l'œuvre de Durkheim. Et donc, on voit très bien comment un type comme Alvax, à sa façon, il fait une sorte de transition, sans le savoir, entre la sociologie durkheimienne dure, objective, etc., et puis des formes d'interactionnisme qui vont après se développer de façon beaucoup plus qualitative, etc. Bon. Alors ça, il y a des choses passionnantes là-dessus. Bon. Alors, il me reste peu de temps pour l'analyser le suicide, et si on me laisse parler sur le suicide, j'en ai minimum pour 4 heures. Bon, donc je vais 5 heures. Enfin, je suis intarissable sur cette question-là. Bon, donc je vais me tempérer. Quoi, on peut parler un quart d'heure à peu près encore? Hein? Bon, pas trop. Bon, alors... Donc, si vous voulez, premier truc, un peu, quel est le bonhomme et comment il est attachant, par sa douceur, sa tranquillité, son effacement, etc. Et en même temps, son obstination. Il y a un texte, alors évidemment, on voit bien l'idée que Morin disait, qui est confirmée par Lucien Febvre. Bon, alors donc... Lucien Febvre a été son collègue à l'Université de Strasbourg. Alors, c'est très important, l'Université de Strasbourg, ils ont tous été là. Et à une époque, si vous voulez, où l'Université de Strasbourg venait d'être allemande. C'est-à-dire que c'était après la guerre de 70 et qu'entre 70 et 14, Strasbourg était allemand, était une ville allemande. Architecturalement, on le voit très très bien. Et en même temps, bon, elle a été libérée à la guerre ou libérée, ou réannexée, enfin peu importe. À partir de 18, elle était à nouveau une partie de la France. Et l'université de Strasbourg, des années 20, 25, etc., était encore une université fortement marquée par l'Allemagne et par la tradition culturelle, intellectuelle allemande et par l'université allemande, bon, pour lequel Alvax avait une admiration, je veux dire, sans borne. Bon. Et c'est là qu'il a été le collègue de Lucien Febvre, l'historien, de Marc Bloch, de psychologues qui vont avoir une très grande importance pour lui, etc. C'est-à-dire que c'était un lieu de bouillonnement intellectuel extraordinairement fort. Bon. Et Lucien Febvre, qui est, je veux dire, donc historien renommé, je veux dire, bon, Charles Blondel en particulier, enfin le psychologue, bon, je veux dire, et c'est là qu'il l'a connu. Et si vous voulez, toute sa théorie de la mémoire collective, elle est à la fois bergsonienne, blondelienne. Enfin, je veux dire, c'était un intellectuel extrêmement ouvert, non dogmatique, qui était capable de changer de sujet, de changer d'idée, de changer de théorie en fonction des gens qu'il rencontrait. Ce n'était pas un opportuniste du tout, mais c'était un intellectuel ouvert. Bon. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement important et non dogmatique.
Et alors, en même temps, Lucien Febvre, alors, les relations entre Marc Bloch et Lucien Febvre et Durkheim ont été un peu compliquées aussi parce que le grand historien Marc Bloch a démoli, mais alors d'une manière très injuste, sa théorie de la mémoire collective. Évidemment, l'historien a été attaqué sur son domaine et il a été d'une cruauté terrible en disant c'est rien, etc. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il était coincé entre Bergson d'un côté qui le canardait et Marc Bloch. Bon, et donc, si vous voulez, à cette époque-là, je veux dire, il était sous le feu de forts canons. Quoi. Bon. Enfin, il n'en est pas mort de ça. Bon. Mais bon. Et alors, pour expliquer un peu son côté touche à tout, et on peut imaginer aussi comment il a pu se faire des ennemis. Lucien Febvre décrit de lui, qui a été son collègue, « Esprit d'une étonnante curiosité, toujours possédé quand on le rencontrait par quelque nouvelle passion intellectuelle qu'il vous exposait avec cette sorte d'enthousiasme sans fracas qui était précisément sa marque. » Un enthousiasme sans fracas. Et alors, l'enthousiasme sans fracas, on comprend aussi, si vous voulez, que dans les couloirs, etc., il y avait des moments où il était un peu encombrant. C'est-à-dire quand vous rencontrez un collègue qui avait un enthousiasme sans fracas dans la vie quotidienne, vous savez, ah, voilà Albax, on en a pour 2 heures. Bon. Et donc, voilà, c'est un peu, si vous voulez, ce genre d'esprit-là qu'on peut rencontrer. Bon. Alors, maintenant, la question du suicide. Alors, la question du suicide est absolument passionnante parce qu'il a réellement apporté sur cette question-là qui a été labourée et très admirablement étudiée par Durkheim, si vous voulez, des choses à la fois nouvelles et plus en rupture qu'en continuité, tout en étant extrêmement clean. Alors, 1930, publication « Les causes du suicide ». Préface de Marcel Mauss, texte de Maurice Alvax. Bouquin de 450 pages. Marcel Mauss, très poli, dit en gros dans la préface, c'est une actualisation, bien qu'il laisse entendre un peu qu'il y a des différences avec le truc de Durkheim. Mais très discret, très poli, très académique et gentil pour le grand-père. Quand on l'ouvre, ce livre, on a au début cette même impression, c'est-à-dire que ça se présente gentiment, comme une actualisation. On a plus de statistiques en 1930 qu'en 1897, il y a plus de pays et on a plus de temps. Donc, si vous voulez, on a une ampleur pour les séries longues, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ces statistiques s'arrêtent à peu près à 1925, en particulier pour les statistiques russes. Donc on a, si vous voulez, celle de Durkheim s'arrêtait en 80, 83. Donc on a carrément 40 ans, 45 ans de plus. Bon. Et dans l'ensemble, confirmation du truc. Bon. Et même continuation et confirmation, puisqu'il arrive, grâce aux statistiques russes que Durkheim n'avait pas rencontrées puisqu'elles ont été publiées justement en 1925, la confirmation empirique d'une hypothèse fondamentale de Durkheim qui expliquait que plus on avait d'enfants et moins on se suicidait, que les enfants protégeaient. C'est-à-dire, Durkheim a établi son truc, la famille protège, et les indicateurs empiriques qu'il avait pour le démontrer, c'était uniquement marié, non marié. Il n'avait pas le temps de mariage, etc. Et c'était marié, non marié. Et après, il disait, plus la famille était tendue, etc. Mais c'était des hypothèses. Bon. Et là, bon, confirmation d'une intuition bien fondée et sans preuve du fondateur de la sociologie et du suicide en particulier, c'était parfait. Bon. Et donc, les Russes avaient demandé le nombre d'enfants. Alors, d'autre part, continuité également, dans la mesure où il va explorer quelques petits domaines sur lesquels Durkheim avait été muet. Durkheim faisait une conférence sans borne aux statistiques de suicide. Bon. Et Maurice Alvax montre qu'elles sont toutes fausses. Mais ça, Durkheim ne voulait pas en entendre parler. Bon. Elles sont toutes fausses. Bon. Elles sont fausses en niveau et elles sont justes en structure. Bon. Et ça suffit pour, je veux dire, ce qu'il démontrait. Mais je veux dire, Alvax, en statisticien extrêmement
subtil, averti à toute la critique des sources, etc., s'aperçoit que d'un état à l'autre, c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes définitions, c'est pas les mêmes... enfin, je veux dire, il y a des trous, etc. Bon, donc il a fait toute une critique des sources, et en même temps, après, il dit, bon, en gros, tout est faux, mais c'est pas grave, parce que en structure, c'est bon, et donc les écarts entre hommes et femmes, les écarts entre protestants et catholiques se maintiennent, etc. Bon. Et troisième observation sur la question des tentatives, Durkheim avait totalement éliminé la question des tentatives de suicide en disant ce n'est pas des vrais suicides. Et sans quoi il n'avait pas nécessairement tort. Et Maurice Alvax reprend le truc et dit, il consacre tout un chapitre à la question des tentatives pour conclure d'une manière sous la forme d'un pari en disant bon, soit, on peut dire que c'en est pas, mais on pourrait dire aussi le contraire, je dirais que c'en est pas. Mais je veux dire, très, si vous voulez, une discussion très tranquille, et bon, il n'y avait pas de raison de les éliminer, on examine, etc. Bon, c'est les femmes, parce que l'idée la plus importante, si vous voulez, c'était que la question des tentatives, elle est décisive dans les statistiques de suicide, parce que quand vous prenez les suicides dits réussis, vous avez, en France et dans la plupart des pays, 3 hommes, une femme. Bon. Très bien. 4 hommes, une femme, sauf en Chine, bon, où il y a plus de femmes que d'hommes. À part la Chine que Durkheim ne connaissait pas et Alvax non plus, 3 hommes, une femme. Quand vous réintroduisez les tentatives, qui sont essentiellement féminines, tout change. Et donc à partir du moment où on dit les tentatives, ça fait partie du suicide, tous les écarts entre hommes et femmes tombent. Et à ce moment-là, ça repose complètement la question de la théorie. Alors on pourra en parler tout à l'heure dans la discussion, mais je veux dire, c'était un enjeu important. Bon. Et donc lui, il mesure totalement les enjeux, et il dit on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, finalement, en réfléchissant, etc., je préfère reprendre la position de Durkheim, sans exclure non plus le bien fondé de l'autre. Bon. Alors ça, si vous voulez, c'est pour le côté continuité. Côté moins continuité, on est frappé, quand on lit les causes du suicide, par la différence de style et de ton entre Émile et Maurice. Émile, 3 parties. Première partie, Kalachnikov, enfin, pas encore, quoi, mais c'était plus que le fusil Lebel quand même, c'est-à-dire tout ce que les autres ont dit sur le suicide, les philosophes, les psychiatres, les sociologues avant moi, c'est nul. Bon, c'est-à-dire, ça n'existe pas. Moi, j'arrive et seule la sociologie peut expliquer les suicides, et moi. Bon, donc, si vous voulez, première partie classique, quoi, je veux dire. Bon. Ensuite, 2 autres parties. Si vous voulez, c'est construit comme une thèse, avec destruction systématique de tout ce qui est fait avant lui, et aussi, si vous voulez, définition, ça n'a aucun lien avec l'alcoolisme, ça n'a aucun lien avec la maladie psychiatrique, etc. Bon, c'est de la socio, et évacuation complète de toutes les dimensions individuelles, ça n'existe pas. Ou les psychologues, etc., ou les psychiatres peuvent expliquer. Et là, il reprend le coup des nénuphars, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont à la surface, moi, je suis au fond. Bon, toujours position du privilège du fond. Bon, et c'est là que ça se tient, etc. Et donc, discours comme ça, et à la fin, remède. C'est-à-dire, il faut soigner la société, c'est très grave, et en même temps, grande maladie, je veux dire, le suicide est quelque chose d'extrêmement dramatique. Il faut trouver des solutions. Moi, j'ai mes solutions. Il faut faire fonder des corps intermédiaires. La société se dissout, s'éclate, s'éparpille, se disperse. Il faut la réunifier et donc créer des corps intermédiaires, intégrés, etc. Bon. Vous prenez le texte d'Alvax, vous avez l'impression que c'est un type qui s'est intéressé au suicide pour lui-même. Parce que Durkheim, il avait une sociologie à fonder, une science à fonder, et donc il était un constructeur, si vous voulez, d'une théorie et d'une discipline. Donc il avait une fonction, c'était une sorte de commando, enfin de pionnier, etc. Il devait absolument fondé. Bon. Lui, écrivant 33 ans ou 43 ans après, n'avait plus ce souci. Bon. C'est-à-dire que la sociologie était fondée. Le suicide, alors on va voir sur la carte,
à quel moment il se situe sur l'évolution du suicide. Donc lui, si vous voulez, son souci n'était pas tellement de ça. Et il y a une série de chapitres qui s'intéressent chacun en soi-même, sans chercher à faire une théorie, à un aspect du suicide. Alors, suicide et religion, on fait un petit paquet. Bon, suicide et famille, on fait un petit paquet. Suicide et d'autres choses. Bon, suicide et richesse, suicide et économie, etc. Bon. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il reprend la question à neuf pour la traiter en soi, sans se soucier de contradictions éventuelles d'un chapitre à l'autre. Bon. Et son souci n'était absolument pas de fabriquer une théorie, ni une théorie sociale, ni une théorie du suicide. Parce que Durkheim, il y a la théorie du suicide avec intégration, anomie, le signe de croix, etc. Ça, c'est déjà, premièrement, si vous voulez, une différence complète de temps. Alors, on dit le style, c'est l'homme. Bon. Alors, autre chose, on est très surpris quand on lit le texte d'Alvax, qui ne parle jamais d'intégration, mais jamais, il n'en parle pas. Et à la fin, il devient extrêmement critique, c'est-à-dire qu'il réduit en poussière, et là, il piétine dessus, là, c'est l'un des seuls moments, moi je le vois, où il est vraiment, je veux dire, pas méchant, mais violent et définitif, c'est-à-dire il foule au pied la théorie de l'anomie, bon, qui, chez Durkheim, est absolument fondamentale. D'autre part, donc, si vous voulez, la théorie sur intégration-anomie, c'est-à-dire le cœur de la théorie durkheimienne, de l'explication durkheimienne du suicide, elle est bousillée, complètement foulée aux pieds. Et troisièmement, Durkheim distinguait les suicides égoïstes, les suicides altruistes et les suicides anomiques. Alors, il ne reprend absolument pas cette nomenclature et cette typologie, mais il va dire plus loin, il va dire que le suicide altruiste n'est pas un suicide. C'est un acte de guerre, ou c'est totalement autre chose, c'est un sacrifice. Et donc, si vous voulez, le suicide altruiste, ça n'existe pas, et ce n'est pas un type de suicide. C'est-à-dire que, par exemple, les fameux suicides qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, de militants islamistes, etc., mais qu'il avait aussi de son époque, mais à d'autres, je veux dire, dans d'autres contextes, etc., pour lui, ce n'est pas des suicides, c'est des actes de guerre, et qui n'ont absolument rien à voir avec le suicide, les suicides ordinaires. Bon. Donc, si vous voulez, il arrive à démonter, enfin, je veux dire, complètement, tous les fondements de la théorie durkheimienne du suicide, et sauf sur le passage final sur l'anomie, sans trop, sans insister, quoi. Il ne va pas dire ce petit bourgeois de Durkheim, etc., ne comprenait rien, enfin, je veux dire, ou les formes de polémique actuelles dans le débat intellectuel sur la sociologie, quoi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Bourdieu, c'est nul, enfin, etc. Non, bon, c'est pas du tout ça. C'est non, voilà, on fait autre chose, je ne crois pas que ça va. Très doux, encore une fois, très doux. Alors, maintenant, donc, si vous voulez, continuité en apparence, bon, rupture profonde au point de vue de théorie, et maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que... là où il est le plus, enfin, si vous voulez, là où la rupture avec Durkheim est le plus forte, c'est que c'est à propos des motivations de la question du suicide. Dans les dossiers de suicide que Durkheim a analysés, il y avait de temps en temps les motivations, les motifs que les gens qui se suicidaient donnaient de leur mort. Alors, drame sentimental, alcoolisme, maladie, etc. Bon. Et Durkheim a pas un chapitre, quelques pages pour dire que tout ça n'a aucun sens. Et que la plupart du temps, la sociologie des motifs du suicide, c'est la sociologie des catégories mentales de ceux qui la codent. Bon. C'est-à-dire c'est très vache. Bon. Et ce que pensent les gens, en gros, de ce qu'ils font, n'a aucun sens. Ça, c'est la position durkheimienne. Alvax est d'un tout autre avis, il dit c'est très intéressant. C'est pas pour ça que c'est pas social, puisque les raisons qu'on a, ou que les gens ont de se suicider, dépendent, et qu'ils expriment, dépendent en grande partie des causes sociales plus grandes que saisissent les statistiques, etc. Donc, si vous voulez, il ne défait pas, mais il introduit
dans l'explication causale ou dans la chaîne de causalité un étage intermédiaire, qui est celui de la subjectivité, que Durkheim avait exclu en disant c'est pas du tout le sujet, etc. Et par là, il instaure, si vous voulez, c'est ça qui est très intéressant, une conception complètement différente de la relation entre le social et l'individuel. Pour Durkheim, il y avait le social d'un côté, l'individuel de l'autre. Et ça n'avait rien à voir. Et il fallait tout le temps analyser le social. Et tandis que lui, il dit qu'on ne peut saisir le social qu'à travers les individus. Et donc, si vous voulez, tout dépend du point de vue. Et là, il a un point de vue extrêmement moderne, qui va être celui d'Elias, qui va être celui de Bourdieu, qui va être celui de tous les sociologues d'aujourd'hui, qui ne vont jamais faire de différence fondamentale entre le social et l'individuel, mais qui vont plutôt essayer de comprendre les articulations, Goffman, enfin, etc., les articulations entre le macro, le micro, le collectif, l'individuel et le personnel, etc. Bon. Donc là, si vous voulez, on a une très très grande différence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a apporté sur la question du suicide de vraiment nouveau? De 1827 à 2000. Ça marche encore? Bon. Et donc, vous voyez la série, c'est que de 1827 au début du XIXe siècle, ça n'arrête pas de monter. Bon. Là, on a, si vous voulez, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Bon, alors on s'aperçoit, ce que Durkheim avait très bien montré, que chaque fois qu'il y a une guerre, le niveau des suicides baisse de façon extrêmement forte. Mais chose extrêmement importante, le suicide n'a cessé de monter de façon extrêmement forte pendant tout le XIXe siècle. Et quand Émile Durkheim écrit son petit texte, il est là. Ça explique tout. C'est-à-dire que lui, il ne voyait pas de fin au suicide, au développement du suicide. Et quand il explique que c'est les sociétés modernes, l'industrialisation, l'urbanisation, la naissance et le développement de l'individualisme lié à la suppression, à la diminution, les crises de la religion, de la famille, avec le montée des divorces, etc., il était désolé, mais parce qu'il était tout à fait moderne, mais il pensait que le prix à payer de l'instauration d'une société laïque, non religieuse, la destruction des paroisses, l'industrialisation, l'urbanisation, etc., et l'individualisme naissant, etc., c'était une montée indéfinie du suicide. Bon. Et il n'y avait aucune raison, en 1897, de penser que ça s'arrêterait. Alors là, c'est vraiment passionnant, si vous voulez, de voir ça, le point Durkheim. Et Maurice, là. Alors, il a vu la chute terrible de la guerre de 14, sur laquelle il a beaucoup réfléchi, et il a vu que ça ne reprenait pas. C'est-à-dire qu'il était à peu près à ce moment-là. Bon. Et donc, à ce moment-là, il a vu que le suicide baissait, et donc, ça l'a amené à... C'est pour ça, ça veut dire que les grands savants, si vous voulez, il leur faut quand même des faits, je veux dire, pour réfléchir. C'est-à-dire, ils sont quand même très dépendants du contexte, je veux dire, social, économique, etc., dans lequel ils vivent. Et c'est vrai qu'avec les idées qu'il avait, je veux dire, Durkheim, il ne pouvait être que incité par les faits à renforcer sa théorie que toute la modernité était formidable, enfin, la laïcité, etc., mais ça produisait beaucoup de suicides. Et donc sa théorie du suicide était justement par l'individualisme, c'est-à-dire par le triomphe de l'ego, l'absence de solidarité, la destruction des liens collectifs, etc. Parce que lui, il écrit après la guerre de 14, il écrit à ce moment-là, bon, il avait eu les fluctuations. Donc, il avait nécessairement, si vous voulez, les faits le conduisaient à se faire du suicide une idée différente. Et là, il a une théorie extrêmement intéressante, c'est ce qu'il appelle, nous, ce qu'on appelle avec Establès, sa théorie du maximum. C'est-à-dire qu'il disait, et là, il a établi, c'est nous qui disons sa théorie du maximum, parce que lui, il parle jamais comme ça, mais il parle du maximum. Et il soutient que dans une société donnée, et même dans la plupart des pays, le suicide atteint un fait, et après,
c'est un ensemble d'ajustements qui se produisent et qui font qu'ils ne dépassent pas un maximum et qu'il était, à ce moment-là, si vous voulez, à un moment où s'inverse la différence ville-campagne, c'est-à-dire que tout le XIXe siècle, le suicide croissait dans les villes et était fait dans les campagnes. Aujourd'hui, il est très fort dans les campagnes et très très faible dans les villes. C'est-à-dire que dans le Morbihan, si vous voulez, aujourd'hui en 2005, il est à 36 pour 100 000 dans le Morbihan, 37 dans les Côtes-d'Armor et 6 à Paris. 6. Bon, à Lyon, 4. Bon, donc, si vous voulez, la différence entre les villes et la campagne sont absolument énormes. Bon. Mais au 19e, c'était l'inverse. Et au moment où écrit et étudie la question Alvax, les deux, si vous voulez, ça se rejoignait. C'était le moment où les taux de suicides ruraux et les taux de suicides urbains tendaient à s'homogénéiser. En France, en Allemagne, en Angleterre, qu'il a étudié d'extrêmement près, enfin, je veux dire, canton par canton, etc. Bon. Et donc, à ce moment-là, il dit, bon, il y a un taux de suicide maximum, et à partir d'un certain moment, il y a une sorte de... là où il est le plus fort, il baisse, et là où il est le plus faible, il monte. Bon. Et il a conçu ce truc-là, comme ça, c'est sa théorie du maximum, qui est quand même extrêmement intéressante au point de vue de truc. Alors, deuxièmement, il a cette idée extrêmement intéressante avant tout le monde, qui est l'idée de l'interaction entre les variables. Alors, c'est très souvent à ça qu'on réduit sa pensée. Alors, c'est-à-dire que, en gros, enfin, on réduit. Quand on dit Alvax, vous connaissez, il dit oui, tout le monde dit oui, c'est le bonhomme qui a repris Durkheim sur la question protestant-catholique. Et Durkheim disait, c'est les protestants qui suicident plus parce qu'ils sont protestants. Et Alvax a montré que sous la différence protestant-catholique, il y avait une autre variable, c'était ville-campagne. Les protestants étaient en ville et les catholiques étaient à la campagne, puisque cette étude-là a été faite en Suisse et surtout en Allemagne. Bon. Où il y avait seulement, si vous voulez, il fallait qu'il y ait deux religions en même temps. On n'a pas beaucoup de pays où on les a à ce point-là. Bon, et donc, voilà. Et alors, en fait, il ne dit pas du tout ça. Il dit qu'il y a des catholiques qui sont à la campagne et qu'il y a des protestants qui sont à la ville. Et il disait, on est plus protestant quand on est à la ville et plus catholique quand on est à la campagne, et que et alors d'autre part, c'est les Allemands et les Polonais. Et donc il y avait trois trucs, hein, c'est-à-dire que les Allemands étaient en ville et protestants. Les catholiques étaient à la campagne et polonais. Et donc, il montrait que, je veux dire, il y avait des types idéaux, quoi, des Polonais catholiques à la campagne, et que quand quelqu'un, si vous voulez, quand vous aviez des catholiques protestants, des catholiques urbains et allemands, ils étaient moins protestants que les protestants allemands. Bon. Et donc il a montré que les trois variables jouaient, et surtout, il a ce texte absolument extraordinaire, où il analyse la question de la religion, et où là il est hyper durkheimien, et plus durkheimien que Durkheim lui-même, sur la question de la religion. Parce que vous savez très bien que Durkheim expliquait la raison pour laquelle les protestants se suicidaient plus, c'est qu'ils avaient le libre arbitre, et tandis que les catholiques avaient les sacrements. Bon. Et donc il en fait une affaire de croyance. Et en faisant des croyances la causalité, il manquait un peu à son principe qui consiste à dire il faut expliquer les faits sociaux comme des choses et le social s'explique par le social. Et Alvax, lui, il reprend complètement cette idée-là et il montre qu'au fond, il faut raisonner en termes de milieu.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas isoler une variable. Il y a une interaction générale entre les variables qui se traduisent par un effet syncrétique et on ne peut pas isoler. Et à ce moment-là, si vous voulez, l'effet de la religion, il est lié à la question du milieu. Alors, je vous lis son texte parce qu'il est extraordinairement clair. Il est bien difficile, affirme-t-il, de distinguer les habitudes religieuses et les autres coutumes parce qu'elles forment le plus souvent un tout indécomposable. Pourquoi le paysan est-il attaché à son église? Parce que c'est le lieu du culte ou parce qu'elle représente à ses yeux son village? Pourquoi honore-t-il ses morts et entretient-il leurs tombes? Est-ce parce qu'il songe à la communauté des vivants et des morts, à la vie future, ou parce qu'il garde le souvenir de ceux qui l'ont précédé dans sa maison, sur sa terre et par attachement traditionnel à ce qui représente le passé? Pourquoi le suicide lui fait-il horreur? Est-ce que c'est parce que c'est un péché irrémissible, ou parce que celui qui se tue se singularise et meurt suivant des formes qui ne sont pas admises dans la communauté paysanne? Pour que l'on puisse distinguer, ici, ce qui est proprement religieux et ce qui ne l'est pas, il faudrait que le groupe confessionnel ne se confonde pas avec la société non religieuse, que ses rites et ses cérémonies ne soient point solidaires de coutumes et de faits traditionnels et sans aucune signification transcendante. Bon. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait, nouveau, etc. Alors, il y a encore un autre aspect, si vous voulez, qu'il a beaucoup analysé, c'est la question de la richesse, puisque, en même temps, si vous voulez, Durkheim disait « la misère protège ». Il était persuadé, sans statistique, que c'était les riches qui se suicidaient le plus au XIXe siècle. Alors, le plus, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de bonnes données sur les catégories sociales. Mais que les riches se suicidaient, oui. Aujourd'hui, 2005, enfin dans les années, fin 19e, etc., c'est l'inverse, c'est les pauvres qui se suicident le plus. Et les riches qui se suicident le moins. Bien que dans le cimetière imprimé des journaux, de la télévision, etc., on ne parle que de suicide des riches. Bon, pour plein de raisons. Mais là, je veux dire, les médias ne sont pas de bons sondeurs. Le problème d'échantillonnage. Bon. Alors, donc ça, c'est sûr. Et à l'époque de Alvax, c'est exactement le moment où en France, si vous voulez, ça commence à s'égaliser. C'est-à-dire qu'il y a autant de suicides de riches que de suicides de pauvres. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a établi tout un ensemble de réflexions sur cette question-là. Et il a... c'est extrêmement suggestif et il a vraiment réfléchi à la question de la richesse et il s'en prend encore une fois à Durkheim, mais en justifiant, c'est-à-dire que c'est le phénomène qui évolue, parce qu'il est possible qu'au moment de Durkheim, la richesse, la pauvreté protégeait plus qu'aujourd'hui. Bon. Dernier point, je m'arrête. Je ne veux pas finir sur une note critique, mais c'est quand même intéressant de réfléchir, et vous avez pensé que... vous pensez que quand même que j'estime que c'est un auteur extraordinaire, mais c'est pas du tout faire offense à sa mémoire que de dire que ce qui est très curieux pour l'observateur d'aujourd'hui, qui se situant... Là, c'est... Bon, mais j'en ai plus que quelques pages. Bon, donc c'est les parties critiques qui seront censurées. Effectivement, c'est la mémoire d'Alvax, non sur moi. C'est que quand on raisonne, si vous voulez, ici, on est évidemment beaucoup plus intelligent que ceux qui raisonnaient là, etc. Et que ceux qui raisonneront ici pourront flanquer par terre tout ce qu'on a établi là. Mais ce qui est quand même intéressant quand on se situe ici, si vous voulez, c'est que les variables, les écarts les plus statistiques, les plus forts en matière de taux de suicide, c'est entre l'âge et le sexe. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, les femmes, 3 fois, 4 fois, 5 fois, selon les pays, plus que les hommes. Et en ce qui concerne l'âge, pendant très longtemps, le suicide a été une fonction directe, linéaire de l'âge. Et aujourd'hui, il y a une bosse chez les jeunes, mais je veux dire, les écarts sont encore extraordinairement forts. Et ce qui est intéressant, c'est que
ni Durkheim, ni Alvax ne consacrent quasiment une ligne de leur texte à essayer d'expliquer ces deux phénomènes. Alors, c'est là où c'est extraordinairement intéressant, c'est de voir comment des gens aussi intelligents, aussi armés, qui étaient convaincus que tout était social, etc., pouvaient penser que l'âge et le sexe étaient des variables biologiques, c'est-à-dire hors sociaux. Le sexe, c'est du biologique, et l'âge, c'est du biologique. Alors, heureusement, grâce à toutes les études féministes et ethnologiques, on sait que ce n'est pas vrai, que le genre bel et bien une dimension sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous semble évident aujourd'hui, et comme une sorte de vérité de la palisse, je veux dire, ça n'était pas du tout avant la guerre. Alors évidemment, c'était des hommes, etc. Mais c'est quand même assez intéressant, si vous voulez, de voir. Or, c'était tous les deux des statisticiens émérites, et Alvax est encore plus fort. Or, ces variations les plus fortes, parce que les différences entre catholiques et protestants, je veux dire, bon, elles sont significatives dans certains trucs, c'est des petits effectifs. La différence entre ville et campagne, c'est petit. Enfin, moins maintenant. Mais je veux dire, c'était des petits. Entre mariés, célibataires, enfin, sur les trucs d'état civil, les veufs et les célibataires et les divorcés se suffisent plus que les mariés, c'est des différences, bon, qui sont nettes, mais qui ne sont pas aussi fortes qu'un à 3 ou un à 4, et encore moins que les questions d'âge. Or ça leur sautait aux yeux, ils avaient tous sous les yeux, ils examinaient énormément les statistiques, et ils ne l'ont pas vu, et ça leur a posé aucun problème. Voilà. Donc notre époque a fait des progrès, et c'est quand même le but de la sociologie de se dépasser à chaque année. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Hein.